Environnement et climat en Afrique, pollution atmosphérique et asthme. Bienvenue à tous pour répondre aujourd'hui à nos questions. Docteur André Garcia, bonjour, bienvenue dans cette émission. Bonjour. Alors, il est responsable de l'unité de la mère et enfant en milieu tropical, pathogène, système de santé et transition épidémiologique, Mérite, qui justement coordonne le projet Aircali 4 Asthma Free. Merci docteur de nous recevoir ici au labo de l'Institut de recherche clinique du Bénin. Merci à vous. Alors, rappelez-nous un peu les objectifs du projet Aircali. Alors, donc les objectifs de ce projet sont multiples. Pour faire simple, on va dans un premier temps mesurer l'intensité et la répartition spatiale d'un certain nombre de polluants dans la ville de Cotonou. Ça va nous aider à identifier des collèges sur lesquels on va faire passer des tests à des enfants de 13-14 ans, de manière à identifier des enfants qui sont porteurs de sifflements respiratoires. Chez ces enfants, on va ensuite, on reviendra sur ces détails si vous le voulez un peu plus tard, mais chez ces enfants, on va ensuite diagnostiquer ceux qui sont vraiment porteurs d'asthme et on va les suivre pendant une trentaine de mois, de manière à mesurer chez eux d'abord l'exposition individuelle aux polluants, mesurer l'association entre cette exposition et la sévérité de l'évolution de leur maladie asthmatique, mesurer également d'autres facteurs de risque, des facteurs de risque liés au lieu de vie, liés au niveau socio-économique, liés au mode de vie de ces enfants. Et on va modéliser l'effet de ces différents cofacteurs sur l'évolution de l'asthme. Enfin, l'objectif final, en tous les cas, un objectif majeur est ensuite de mettre en place une intervention, c'est-à-dire pour tester si la connaissance de cette exposition individuelle de l'asthme chez ces enfants peut améliorer la prise en charge quotidienne de leur maladie. Et enfin, ultimement, l'objectif final, c'est de tenter de mettre en place un système d'alerte de manière à voir si cette connaissance de la pollution atmosphérique et de son évolution dans le temps et dans l'espace peut permettre aux pneumologues du centre hospitalo-universitaire pneumophysiologie de Cotonou d'améliorer la stratégie personnalisée de prise en charge de ces enfants. Alors, docteur, selon nos informations, le projet Aircali couvre Cotonou, Abidjan et Dakar. Non. Le projet... Alors, j'ai entendu l'interview du professeur Faustin ici, il a été très clair. Il y a eu des projets. Cotonou est une des villes sur lesquelles il y a eu un nombre relativement important de projets portant sur cette thématique de la pollution de l'air, notamment un projet à financement européen très important qui s'est tenu dans ces trois villes. Okay. Voilà. Le projet actuel se limite à Cotonou, mais évidemment, notre objectif est de pouvoir ensuite étendre, généraliser les conclusions de ce projet. Ok. Alors déjà, pourquoi Cotonou et aussi pourquoi aujourd'hui établir ce lien de la pollution atmosphérique avec précisément l'asthme? C'est une très bonne question. Merci. En fait, moi je dirige cette unité depuis 2 ans, simplement, mais l'unité existe depuis 20 ans. Depuis le début, nous nous sommes exclusivement consacrés aux maladies infectieuses, aux maladies transmissibles, notamment au paludisme, et nous avons beaucoup travaillé sur le paludisme de la femme enceinte et à la mise en place d'un vaccin qui est en train d'être travaillé. Et puis il y a 2 ans, lorsque j'ai pris cette direction, nous nous sommes interrogés, les chercheurs de l'unité, sur un point extrêmement important, qui est en fait un changement du paysage épidémiologique des pays du Sud, pas uniquement le Bénin bien évidemment, mais des pays de la zone intertropicale. C'est ce qu'on appelle la transition épidémiologique. Alors en 2 mots, la transition épidémiologique, c'est la diminution de la part des maladies infectieuses dans la santé, dans les problèmes de santé de la population, et l'augmentation, un mécanisme d'équilibre, l'augmentation d'autres maladies non transmissibles, celles-là, qui sont des maladies plus souvent liées, des maladies de civilisation, de mode de vie, c'est-à-dire c'est le diabète, les cancers bien évidemment,
l'hypertension artérielle, toutes les maladies cardiovasculaires, les accidents vasculaires cérébraux, etc. Et puis les maladies respiratoires chroniques comme l'asthme. Alors pourquoi l'asthme ? Et pourquoi l'asthme chez les adolescents ? Parce que nous travaillons donc santé de la femme enceinte, de la mère et de l'enfant, et que l'asthme est la maladie chronique la plus importante chez les adolescents et chez les enfants. Donc voilà pourquoi là. Pourquoi Cotonou ? Alors là, il y a beaucoup de raisons pourquoi Cotonou. D'abord, l'asthme est une maladie qui est cosmopolite, qu'on trouve partout dans le monde. Mais elle est en train d'augmenter. Et l'augmentation la plus importante se situe dans les villes des pays du Sud, des pays de la zone intertropicale. Et paradoxalement, c'est dans ces villes, dans ces pays, qu'on a une connaissance la moins forte des taux de polluants. Mais à Cotonou, il y a des choses qui ont été faites avant, et c'est pour ça que c'est très intéressant de travailler à Cotonou, parce que d'abord, malheureusement, c'est une ville qui est très polluée, mais on a des informations. Il y a une équipe qui a été mise en place par le professeur Benjamin Fayomi, il y a quand même pas mal de temps, qui connaît très très bien ce domaine-là. Il y a un laboratoire à l'université d'Abomey-Calavi de chimie environnementale qui travaille également très bien sur ce domaine-là et qui collabore avec un autre laboratoire de l'université de la Côte d'Opale en France, à laquelle est rattaché le professeur Faustin Aïssi, sur la même thématique de chimie environnementale, de mesure de polluants. Donc il n'y a pas beaucoup de connaissances, mais il y en a quand même pas mal à Cotonou. Il y a déjà des capteurs qui sont en place. On va améliorer tout ce système-là, mais donc l'existence à la fois de ces taux de pollution importante et d'équipes qui connaissent bien ce domaine-là. Et troisième élément, le fait que le laboratoire de Mérite soit installé ici depuis 2004, tous ces éléments font qu'il y a une dynamique, une synergie tout à fait possible pour travailler sur cette thématique ici. Au-delà du système d'alerte auquel on aboutirait, le projet Aircali a-t-il prévu des mesures correctives pour, un tant soit peu, diminuer le niveau de pollution à Cotonou et en même temps aussi impacter sanitairement les populations qui seront ciblées? Nous sommes des scientifiques, c'est-à-dire que notre métier c'est de produire de la connaissance et de mettre en place, et de tenter d'individualiser et de quantifier des liens, des associations entre des facteurs de risque et une maladie, en l'occurrence l'asthme. Après, notre métier, d'une certaine manière, c'est de mettre en place des preuves de concept. Par exemple, est-ce que effectivement les pics de pollution atmosphérique interviennent sur la gravité de l'asthme? L'asthme n'est pas causé par la pollution atmosphérique, c'est une maladie multifactorielle avec énormément de facteurs qu'on ne connaît pas très très bien. Mais la question qu'on se pose, l'intérêt de la pollution, c'est que c'est un facteur sur lequel on peut intervenir. Effectivement, vous avez raison. Mais nous, notre tâche va être donc de démontrer s'il y a un lien, si en intervenant du point de vue expérimental sur un petit échantillon, on obtient des résultats, et ensuite on va fournir ces éléments aux décideurs, aux autorités sanitaires et politiques, et ce seront eux qui devraient, en tous les cas, prendre des décisions qui sortent totalement de notre domaine de compétences. Mais nous pensons que les décideurs politiques ont une vraie volonté d'améliorer les choses, ça c'est une certitude, pour plein de raisons. Et puis sur le plan de la santé, il leur faut des éléments, il leur faut des outils, il leur faut des arguments pour initier un changement. Est-ce qu'on pourrait parler du choix des sites qui ont été faits et également est-ce que déjà les poches de concentration sont déjà connues et identifiées? Alors, comme l'avait dit le professeur Faustin ici, il y a 3 capteurs qui sont répartis dans Cotonou, des capteurs relativement importants qui sont là depuis un certain temps. Nous travaillons également, donc j'ai cité les équipes béninoises et françaises qui travaillent sur les dosages de polluants dans l'air, également chez les enfants. Et nous avons également en France une équipe de modélisateurs, de mathématiciens, statisticiens, et qui ont mis au point des capteurs de plus petit volume qui ont été validés par la COP 22 et qui sont actuellement disposés en situation expérimentale dans la ville de Dijon en France. C'est l'équipe UMISCO de l'IRD.
Donc le premier volet du projet, pendant la première année, ça va être à l'aide des capteurs présents à Cotonou et je crois qu'il y aura une quinzaine de capteurs répartis, avec ces données et des données climatiques, environnementales, température, vent, direction de l'air, etc. On va faire une espèce de cartographie de circulation des polluants de l'air dans la ville de Cotonou. Et c'est basé sur cette cartographie-là que nous allons identifier des collèges, parce que l'âge il est extrêmement important de bien choisir l'âge des enfants sur lesquels on va travailler. Donc nous, on a identifié les enfants de 13-14 ans, et on va positionner les différents collèges de la ville sur cette cartographie avec les polluants présents, et donc on va identifier les collèges qui sont le plus soumis à ce type de toxicité. Est-ce qu'on a des connaissances a priori sur les sites de concentration? Oui, c'est relativement intuitif dans la mesure où la pollution de l'air est très fortement liée au trafic routier, aux industries polluantes. On a déjà une connaissance a priori, mais c'est important, c'est qu'on s'est donné les moyens dans ce projet en associant des équipes de mathématiciens, des équipes d'environnementalistes, de chimistes, d'épidémiologistes. C'est une très bonne unité de prise en charge des malades. On s'est donné les moyens d'aller au-delà de l'a priori et d'avoir vraiment des mesures quantitatives précises au niveau général. Et ce qui fait la richesse de ce projet, c'est qu'on aura aussi des mesures au niveau individuel pour les enfants. Alors, docteur André Garcia, parlez-nous à présent de la méthodologie d'échantillonnage. Ok, donc on l'a déjà abordé avec cette première année et la répartition. Une fois qu'on aura choisi les collèges, on a estimé à une trentaine le nombre de collèges nécessaires pour avoir suffisamment de sujets atteints et donc pour atteindre une puissance statistique suffisante. Donc une trentaine de collèges dans lesquels on va screener, on va passer au crible environ 6000-6500 adolescents de 13-14 ans, grâce à un outil qui est un outil vraiment d'une simplicité remarquable, mais d'une grande efficacité, qui est un questionnaire, tout simplement un questionnaire qui a été mis en place par un programme international sur l'asthme, l'allergie chez l'enfant, ISAC en anglais. Et ce questionnaire permet d'identifier des enfants qui sont porteurs d'un sifflement respiratoire. Et ce questionnaire, si simple, a été validé sur des millions d'enfants dans le monde entier, y compris en Afrique, pas au Bénin, mais dans d'autres pays africains. Et d'après les données de tous ces pays, de tous ces essais, on peut estimer à 13-15% la proportion d'enfants porteurs de sifflement respiratoire dans cette tranche d'âge-là en Afrique. Donc en partant de 6000-6500, on devrait arriver à peu près à 900 enfants porteurs de sifflement. Et c'est là où intervient l'équipe du CHU pneumophysiologie de Cotonou. Une fois qu'on a identifié ces enfants porteurs de sifflement, il va falloir qu'on aille plus loin dans l'exploration de ces sifflements pour dire est-ce qu'ils sont asthmatiques ou pas. Et ça, il y a des outils, la spirométrie, l'étude du peak flow, enfin des outils qui sont parfaitement maîtrisés par l'équipe du professeur du docteur Arnaud Fiocbé et de ses responsables. Et on va donc passer ces 900 enfants sur ces outils-là et on va identifier, théoriquement, selon la littérature, on devrait aboutir à environ 730-750 enfants pour lesquels il y a de l'asthme. Ensuite, ces enfants vont donc être suivis pendant 30 mois. Okay. On va faire des mesures environnementales, comme je vous le disais, individuelles et aussi au niveau de la population, dans les écoles, sur le trajet de l'école à la maison et à la maison. Cela va être fait grâce à des capteurs sous la forme de badges ou sous la forme de capteurs mis dans un sac à dos avec un GPS, de manière à suivre les déplacements de l'enfant et à mesurer en même temps ce à quoi il est soumis. D'autres mesures vont être faites, comme par exemple la surveillance clinique de ces enfants. Oui. Combien de fois y a-t-il de l'asthme, quelle est la gravité de l'asthme, est-ce qu'il a fallu consulter, quel traitement a été pris en compte, etc. Tous ces éléments-là vont être pris de manière continue. Et puis d'autres questionnaires sur le mode de vie. On sait que l'asthme, c'est quelque chose de multifactoriel et que parmi les facteurs qui peuvent influencer, il y a les niveaux de stress, les niveaux d'angoisse, les niveaux de choses comme ça. Donc tout ça, on va le mesurer par des questionnaires. Et puis, va arriver une étape d'analyse dans laquelle on va modéliser tous les facteurs qui interviennent sur
l'évolution de l'asthme, son exacerbation, etc. Et ensuite, on va avoir donc, et ça va se faire sur on va avoir l'information sur les 730 enfants, mais bien sûr, ces mesures très précises ne peuvent pas être faites sur 730 enfants, ça demanderait un temps très très long et un budget énorme. Donc, encore une fois, grâce aux modélisateurs de l'UMISCO, grâce aux statisticiens de mon unité, on va faire ces mesures sous un sous-échantillon et on va construire après ce qu'on appelle un modèle de prédiction qui va permettre de prédire chez les enfants pour lesquels on n'a pas ces mesures, mais pour lesquels on connaît d'autres facteurs, c'est-à-dire le lieu d'habitation, le temps qu'ils mettent, etc., le trajet, les niveaux socio-économiques. On va arriver en fait à prédire, grâce à ces variables-là, le niveau individuel d'exposition des enfants aux différents polluants. Donc après, il y a une phase d'analyse. Est-ce que oui ou non il y a des associations? Sont-elles fortes? Dans quel sens vont-elles, etc. Et puis après, il y a lors de la 3e année, cette intervention avec tout ça, ça reste encore à définir précisément. On est en train de construire les questionnaires, le protocole, mais l'idée c'est... Alors, l'asthme, c'est une maladie chronique. Oui. Et ce qui est très important, très intéressant, c'est de savoir que chaque malade doit être en mesure un petit peu enfin je simplifie un peu, mais de connaître sa maladie et de piloter son traitement. Donc il y a des plans personnalisés de traitement pour ces malades qui doivent être connus des adolescents et de la famille. Et eux savent, l'enfant ressent très bien quand ça ne va pas, et il sait s'il faut qu'il prenne un peu de ventoline, qu'il améliore un petit peu, qu'il augmente un petit peu son traitement. Tout ça, ils doivent le savoir. Et bien on va voir si, en ajoutant une connaissance sur le risque d'arrivée d'un pic de pollution, on peut faire changer un petit peu le comportement de ces malades et on va voir si ça a un effet sur la gravité de la maladie. Ça, c'est notre intervention. Et si jamais ça a un effet, on dispose alors d'un outil qui permet, pour discuter avec les décideurs en leur disant voilà, on a montré sur cet échantillon que on peut améliorer la prise en charge de ces enfants-là avec ces informations-là. Est-ce qu'on peut réfléchir ensemble à mettre en place ce système d'alerte? Comment est-ce qu'on peut vous aider? Comment est-ce qu'on peut le faire? Alors, justement, j'ai bien envie de vous demander comment est-ce que vous avez prévu assurer la durabilité de ce projet? Oui. La durabilité de ce projet, moi je la vois sur... Alors, il faut voir aussi ce projet comme une base, un socle. Comme je vous le disais, l'asthme, c'est une maladie multifactorielle, complexe, avec de nombreux facteurs de risque. Il y a un volet génétique qui est très très important. Pour moi, l'essentiel pour moi, c'était de disposer de cette cohorte d'enfants. Et je pense qu'avec cette cohorte d'enfants, on devrait pouvoir intégrer d'autres volets dans cette étude, des volets génétiques, etc. J'ai oublié de citer, je reviens sur un partenaire que j'ai oublié de citer, qui est un partenaire important, c'est le département de santé publique de la faculté des sciences de la santé, le docteur Aguémon, le professeur Aguémon et le docteur Géraud Pademou, qui a été formé chez nous et qui va être en charge du suivi épidémiologique de la cohorte. Donc la durabilité, pour moi, elle est dans... On ne va pas arrêter d'étudier ce phénomène-là à la fin de ce projet. On va continuer à travailler sur les facteurs génétiques, leur interaction avec les facteurs environnementaux, etc. Et puis pour ce qui est de la durabilité, on revient un petit peu à la même notion que tout à l'heure, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des décisions qui vont pouvoir être prises et comment est-ce qu'elles vont pouvoir être prises et être envisagées sur du long terme? Justement, et est-ce que, en tout cas, vos données nous permettront désormais de voir le principe du pollueur-payeur et tout mis en œuvre Ça, moi je suis scientifique, je ne vais pas rentrer dans ce... Je n'ai pas d'ingérence à faire sur les décisions du gouvernement béninois. Voilà, ça a été compliqué en France aussi, vous savez, hein, on a essayé de mettre des radars, des capteurs sur les routes, enfin bon voilà, il y a eu et puis ça a été une levée de bouclier aussi en France. Le problème est extrêmement complexe, hein, et il sera aussi complexe ici qu'il est ailleurs. Simplement, on est tous conscients, enfin une grande partie, des dégâts causés par la pollution, des changements climatiques et de toutes les conséquences qui vont avoir que vont avoir ces changements à la fois sur l'économie, sur le mode de vie, mais aussi sur la santé.
moi, je suis convaincu que personne ne peut rester sourd et aveugle aux arguments qu'on va apporter, en espérant qu'on trouve des liens, qu'on trouve des liens. On n'en sait rien, hein, on démarre. Je m'accroche toujours et j'aimerais également savoir le système d'alerte auquel on aboutira impactera à coup sûr la mobilité urbaine. Est-ce que vous avez également prévu, je redemande, des orientations à donner à notre gouvernement? Oui, on donnera des orientations, il est évident. Il y a un des work packages de ce projet qui est extrêmement politique au sens un peu noble. Hein. On n'a pas à faire d'ingérence sur les décisions politiques, mais simplement on peut réunir les décideurs, on peut leur montrer les résultats, on peut leur montrer aussi, on peut faire le nom m'échappe, enfin, on peut faire des simulations, on peut montrer les résultats de ces simulations-là, on peut leur offrir des éléments pour qu'ils décident, mais en dernier recours, c'est eux qui doivent décider. Nous sommes des scientifiques, nous cherchons des preuves, nous apportons des éléments de preuve, mais la décision, elle reste là. Mais oui, il faudrait qu'il y ait des changements, et ces changements peuvent impacter, et on vit complètement ça actuellement en France. Enfin, les choses ne sont pas simples. À Paris, on est en train de modifier, enfin, il y a une volonté de modifier les plans de circulation. Ça soulève de gros problèmes pour les gens qui sont obligés de se déplacer en voiture, pour les livraisons, pour tout ça. C'est un problème mondial, c'est pas un problème béninois, pas un problème africain, c'est un problème mondial auquel tous les systèmes politiques et toute la communauté mondiale doit faire face. Alors, le ministère du cadre de vie et du développement durable devrait en tout cas être fortement impliqué dans ce projet. Déjà, est-ce qu'il est présent dans le comité de pilotage du projet, étant donné que des capteurs sont quand même déjà installés au Bénin, et également, est-ce qu'ils seront impliqués sur le terrain et autres? Alors, donc je rappelle que le porteur du projet, le principal investigateur, est le docteur Richard Laloux de mon unité, qui a rédigé le protocole et qui est en lien, qui va faire un petit peu qui doit faire la coordination de tous les volets de l'étude. Et comme je le disais, il y a un volet dans lequel il va être fortement impliqué, c'est ce volet de système d'alerte et de discussion avec les politiques. Donc oui, le ministère de l'Environnement et du cadre de vie va être sollicité, a été sollicité déjà par le professeur Faustin ici, qui est un atout pour nous vraiment majeur, et on va monter petit à petit des équipes, enfin une équipe de discussion sur laquelle on va suivre avec les décideurs politiques l'évolution du projet, et dès qu'on aura les premiers éléments de résultat, on se mettra autour d'une table et on verra, bon, ok, maintenant on fait quoi et comment on s'y prend. Donc sur le terrain directement, ils n'y seront pas? Sur le terrain directement, à ma connaissance, ils seront tenus informés, mais encore une fois, je le dis, c'est un vrai projet multifactoriel et partenarial, avec des équipes de l'Université d'Abomey-Calavi, des équipes de l'Université de la Côte d'Opale qui vont venir pour installer les capteurs, pour les tester, pour les standardiser. À ce niveau, c'est plus un travail scientifique qu'un travail des autorités politiques. Docteur André Garcia, nous sommes au terme de cette émission. Votre mot de fin, si vous en avez? C'est que, d'abord, je vous remercie beaucoup d'abord de m'avoir donné la parole. Je crois que c'est important parce qu'un des éléments clés dans ce moteur, ça va être l'adhésion des populations, l'adhésion des familles. Et on va faire porter ce message, évidemment, via les directions d'école, via les ministères concernés. Mais je voudrais vraiment, si quelques familles entendent mon discours, qu'elles soient vraiment convaincues de l'importance de participer à ce projet, si malheureusement pour elles, on identifie dans ces familles un enfant avec des sifflements respiratoires. Et puis enfin, je voudrais souligner quand même l'importance du partenariat, donc les différentes équipes, la santé publique à la FSS, la chimie environnementale à l'UAC, nous, Mérite, les pneumologues du CHU pneumophysiologie, l'équipe de la Côte d'Opale, l'UMISCO, etc. Et au-delà de ça, au-delà de la recherche, il y a un volet formation auquel nous attachons énormément d'importance à l'IRD, à l'Institut de recherche pour le développement, et nous comptons bien, au cours de ces 4 années de travail, former des étudiants en master dans les différentes disciplines, et puis probablement aussi un certain nombre de doctorats, soit en chimie environnementale, soit en épidémiologie,
soit de thèses cliniques en pneumologie, etc. Donc il y a un gros volet. L'Institut de recherche pour le développement, l'IRD, apporte un énorme intérêt à la formation, au renforcement des capacités nationales. Et donc ça, c'est un autre élément qui est important et que je voulais souligner. Merci, docteur André Garcia. Je rappelle, vous êtes le responsable de l'unité de la mère et enfant en milieu tropical, pathogène, système de santé et transition épidémiologique. Merci de nous avoir reçus ici à l'Institut de recherche clinique du Bénin. Merci.